Maintenant, nous allons passer à cette conférence de ce soir. Tout d'abord, bienvenue à notre conférencière. Merci. Sandrine Buzyn. Non, rassurez-vous, ce n'est pas la ministre de la Santé. Non. Quoique, cette conférence peut améliorer celle-ci. La santé, je parle. Combien de personnes s'intéressent au paranormal, à la spiritualité, et ces personnes entendent de leurs proches, arrête, reviens un peu dans la réalité. Mais alors, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité est peut-être une double face. Il y a une pseudo-réalité qui est matérielle, palpable, visible, audible, et qui découle de la réalité avec inventaire du monde invisible, inaudible, impalpable, avec nos sens physiques. Je pense que Madame Buzyn va nous éclairer ce soir et nous emmener ce soir dans un fleuve de la vie. Merci. Je vous passe le micro. Merci. Avec tous nos remerciements. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément et c'est vraiment un beau discours parce que le fleuve de la vie, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde dans le sens où on est tous dans un cours plus ou moins sinueux avec des aléas et il arrive à beaucoup de gens actuellement d'être en proie à des angoisses ou à des doutes intérieurs, à des difficultés de vie que tout le monde peut traverser, être amené à traverser à un moment donné ou à un autre. Et les questionnements à ce moment-là se posent. Alors, il est vrai que j'exerce en tant que thérapeute depuis 5 ans et demi à présent. Je suis hypnothérapeute, j'utilise la PNL, la programmation neurolinguistique, pour aller examiner les causes profondes au niveau de l'inconscient, des souffrances, des douleurs personnelles, des malaises et des maladies, le décodage biologique. Et outre cela, l'approche énergétique permet aussi d'avoir une autre vision de l'existence à travers ce qu'on appelle les choses subtiles. Et qu'à travers ce subtil, comme de l'épée au subtil en alchimie, on commence à avoir une vision qui peut être beaucoup plus holistique de l'être vivant. Et je me suis intéressée depuis très longtemps au sens de la vie, parce que moi-même j'ai traversé des périodes très difficiles auparavant, qui m'ont fait me poser la question, mais pourquoi suis-je sur Terre? Qu'est-ce que je suis amenée à vivre? Pourquoi est-ce que je vis autant d'épreuves? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes schémas récurrents qui reviennent? Alors c'est vrai qu'il y a eu la thèse, on va dire, de la génétique, oui, mais alors on peut l'expliquer par la génétique, mes parents ayant souffert de ceci ou cela, voilà, l'héritage transgénérationnel n'est pas à négliger. Et puis, plus récemment, j'ai découvert vraiment la numérologie. Et ça m'a amené encore sur un autre chemin. Un chemin qui pose la question même du sens de la vie. Est-ce qu'il y a une destinée? Est-ce que ce que nous vivons a un sens, tout simplement? Et au-delà du sens, quel est le sens profond que nous donnons à notre existence? Donc, à partir de là, on examine un petit peu tous les choix que nous faisons. Et on se rend compte que la plupart des choix que nous faisons sont souvent inconscients. C'est-à-dire que, comme disait Milton Erickson, tout ce qui n'est pas conscient est inconscient. Alors, qu'est-ce que l'inconscient finalement? Je vais y venir. Il y a aussi un autre aspect de la pratique qui m'a amené à prendre conscience de ce monde subtil, de ce cours presque vibratoire, de ce flot impalpable des choses qu'on retrouve en énergétique à travers le spirituel. Bien avant d'être thérapeute en tant qu'hypnothérapeute, j'avais déjà ce qu'on appelle des visions, des flashs, et je faisais des régressions dans les vies antérieures de façon spontanée. La première expérience que j'ai eue qui était vraiment marquante, c'était à une période très difficile de ma vie, en 2010, où j'étais vraiment au bout, quoi. Et sur tous les plans.
et là, je me suis dit, mais la vie est absurde. Et je me souvenais d'un ami qui me disait, pourquoi tu n'essaierais pas la méditation? Alors, pour le coup, je me dis, tiens, c'est peut-être pas bête. Donc, un soir, je m'installe sur le lit, je l'appelle, je dis, bon, tu as une méthodologie pour la méditation? Parce que moi, je n'y connais rien. Et il m'a sorti un charabia, enfin, je n'ai pas très bien compris exactement. Le principe étant de se laisser complètement porter par les choses. Et donc j'ai fait à ma façon, j'ai allumé une bougie, je me suis installée sur le lit en tailleur et là j'ai fermé les yeux et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une sortie hors du corps. Je me suis retrouvée quelque part dans l'espace et je n'avais plus de corps. J'étais devenue poussière d'étoiles dans les anneaux de Saturne. Pourquoi Saturne, j'en sais rien. Peut-être parce que ça tournait trop dans ma vie, donc du coup, ça a créé des anneaux. Enfin, c'était assez symbolique, je pense. En tout cas, il n'y avait plus de notion d'ego, plus de notion de souffrance. C'était la paix. Vraiment la paix telle qu'on peut l'entendre dans le sens absolu. Et cette paix, en l'ayant touchée, mais alors au cœur même de ce qu'elle est. C'est-à-dire le non-soi, je dirais, comme les bouddhistes... Par la suite, quand j'ai lu quelques textes sur le bouddhisme, parce que j'ai essayé de comprendre, la notion de non-soi est devenue, a pris tout son sens. C'est-à-dire que le soi auquel je m'étais identifiée à travers mes croyances limitantes, mes perceptions, mes souffrances, n'avait plus aucun sens. C'est-à-dire que la paix avait absolument tout remplacé. Et au-delà de la paix, le sentiment d'unité et de reliance, comme si j'avais toujours existé dans cette fraction de seconde, dans ce grand tout où tout est connecté. Et là, vraiment, ça a été une grande prise de conscience, parce que quand on réalise qu'on est connecté à toutes sortes, à tout, en fait, et que tout entre en relation avec soi, il n'y a plus de sentiment ni de solitude, ni de perdition. Tout cela... c'est comme si c'était les murs d'une réalité qui s'effondre brusquement pour une autre réalité beaucoup plus rassurante et beaucoup plus perceptible pour le coup. Donc évidemment, vous aurez compris que j'ai continué la méditation et de façon très assidue, ce qui m'a amené à recevoir des messages audibles, des messages télépathiques, des visions. Et j'ai avancé petit à petit ainsi. Bien sûr, ça n'excluait pas les difficultés de l'existence, hein, ça n'empêche pas, mais au moins j'avais cette capacité à prendre du recul sur ce que je vivais et surtout à me dire qu'il y avait une autre réalité derrière la réalité tangible. Alors, il y a cette fameuse phrase de Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Et on peut se poser la question de ce que ça signifie. Est-ce que notre pensée, notre existence plutôt se limite à « je pense, donc je suis ». Et qu'est-ce que c'est que « je suis » ? Quand j'ai fait cette décorporation, le « je suis » avait perdu toute consistance. C'est-à-dire que j'étais, oui, je suis, mais « je suis » ne s'identifie à rien. Et certainement pas à l'intellect. Donc, il est important de comprendre que l'intellect a certes son importance pour le raisonnement logique, mais il ne se résume pas à cela. Par conséquent, toutes les pensées et les formes pensées que nous émettons, les perceptions que nous avons, le regard que nous portons sur les choses, peut être reconsidéré selon un point de vue beaucoup plus élevé. Un peu comme si vous montiez en haut d'une colline et que vous voyez, au lieu d'être en bas dans la vallée, tout le relief, vous aviez un panorama beaucoup plus large. Donc c'est ce qui m'a intéressé dans la thérapie, c'est que on sort un petit peu du nez sur la feuille. Là, par exemple, j'ai mes notes, mais je ne vais pas avoir le regard absolument rivé dessus. Voilà, je vais avoir la distance pour me dire, ok, je vis telle situation dans ma vie. Maintenant, quel est le message que cela porte en soi ? Ce message-là, il est très important parce qu'on a souvent tendance à considérer que nous sommes dans une position de victime. Alors, il y a ce qu'on appelle le fameux triangle dramatique ou triangle de Karpman qui est très simple, c'est victime, sauveur, persécuteur. Donc, quand on est dans ce triangle-là, eh bien, on tourne en boucle dans un circuit infernal qui nous mène parfois dans ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Alors, par rapport à ce qu'on appelle des erreurs, les erreurs, souvent on dit « ah, j'ai commis telle erreur ».
je suis tombée, j'ai chuté. Bon, est-ce que c'est le plus important de chuter, de tomber, comme les enfants tombent, ou de se relever et de voir comment on peut se relever de cela? Et quel est l'apprentissage qu'on peut en tirer par rapport à ce phénomène-là? Ok, je n'ai peut-être pas compris quelque chose à propos de cela, ou alors c'était nécessaire pour moi de le vivre. Et qu'il y a aussi des raisons cachées qu'on ne comprend pas immédiatement, mais qu'avec le recul, peut-être des mois ou des semaines, ou même des années plus tard, on a la perspective, la rétrospective sur l'ensemble. Et là, j'ai souvent entendu dire des gens qui avaient dépassé un cancer et me dire « mais le cancer a été la plus belle chose qui me soit arrivée ». Le burn-out, c'est pareil. J'ai moi-même vécu 2 burn-out, dont un qui a été carabiné, qui a duré 3 ans. J'ai cru que j'allais vraiment mourir et je pense que si je n'avais pas rencontré mon mari, je serais vraiment morte physiquement. J'étais dans un tel état d'épuisement à cause d'un premier mariage où il y a eu de la perversion narcissique. Donc j'en parlerai un petit peu parce que c'est un sujet important. Il n'est pas essentiel dans le sujet, mais il peut en faire partie en tout cas. Le fait est que les souffrances qu'on endure, sur le coup, sont très difficiles et remettent en question même le fondement de ce que l'on pense être, de notre bon droit. Et parfois on se dit mais pourquoi il ou elle agit ainsi? Pourquoi est-ce que je vis ça de façon récurrente? Et en fait, c'est tourné en boucle. Quand j'ai traversé cette épreuve, c'était vraiment l'épreuve majeure de ma vie, et que j'ai fini par me relever, je me suis dit, mais en fait, je suis plus forte que je ne le pensais. Et au-delà de ça, j'ai réalisé que j'avais développé des compétences, des capacités, et une beaucoup plus grande affirmation de moi, une plus grande confiance en moi. J'arrivais à dire non. Il y a des personnes qui sont parfois face à des situations qui les poussent dans leur retranchement. Et donc, le sens de la vie, ce n'est pas simplement dire « voilà, je suis fait pour ceci, je suis faite pour cela, dans tel métier, dans telle configuration, etc. » Ce ne sont pas forcément les idées préconçues qu'on en a, mais c'est parfois simplement qu'à travers ce chemin sinueux, un peu comme une rivière qui serpente à travers la montagne, on fait des rencontres, et parfois des rencontres clés qui changent complètement le cours de notre existence. Et ces rencontres ne sont pas forcément fortuites. Et là, on va venir à quelque chose de plus... comment dire? Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce concept-là. Est-ce qu'on est censé rencontrer certaines personnes? Est-ce qu'on est censé vivre certains événements? Est-ce qu'il y a une forme de destinée? Je me suis rendu compte que à travers tous ces schémas, ces perceptions, ces mémoires qui demandent à se libérer, qui sont de l'information, on avait donc la possibilité d'en tirer le meilleur parti et que ça posait la question de l'âme. Donc pour venir à ce que je vais vous dire par la suite, la notion de l'âme, c'est une notion clé. Si nous ne sommes pas nos pensées, si nous ne sommes pas nos émotions, si nous ne sommes pas nos ressentis, qui sommes-nous au juste? Alors là, il y a toute la question qui tourne autour des phénomènes de mort imminente aussi, hein, dont vous avez peut-être entendu parler pour certains, pour beaucoup d'entre vous. L'après-vie, y a-t-il une après-vie, une réincarnation, voilà, d'autres vies passées? Et est-ce qu'on a un héritage au-delà du transgénérationnel, c'est-à-dire des lignées de nos parents, de nos ancêtres? Est-ce qu'on a aussi un héritage dans la mémoire d'âme? Ça paraît très logique finalement, puisque si nous ne sommes pas que ce corps, que ce raisonnement, eh bien, et que nous pouvons toucher l'énergie, que nous pouvons la ressentir, c'est qu'il y a autre chose. Donc, s'il y a un après-vie, il y a possiblement, je ne l'affirme pas, hein, c'est à chacun de se faire son opinion, je ne suis pas là pour affirmer, mais en tout cas, je pose la question. Voilà, il y a des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Voilà, il y a un après-vie. Est-ce qu'il peut y avoir donc une avant-vie? Et là, ça devient intéressant parce qu'il y a des personnes qui n'y croyaient pas forcément et puis qui ont fait ce qu'on appelle des régressions
Il y a même une école qui s'est montée, donc Brian Weiss et Michael Newton sont deux grands précurseurs dans le domaine. Ils étaient psychiatres, enfin ils sont psychiatres, et ils ont mené des centaines de recherches sur la possible existence de vie passée. Et les personnes qui venaient les consulter, au départ, elles venaient pour résoudre leurs problèmes actuels. Sauf que quand on remontait à l'origine du problème, un jour, Michael Newton a dit à une dame, je vais demander à votre inconscient, je vais expliquer ce qu'est l'inconscient, d'aller à la racine, au moment où tout ça a commencé, votre problème a commencé. Et puis la dame lui a commencé à lui raconter quelque chose qui semble dater d'une très ancienne époque. Et avec des habits différents, des coutumes différentes et un contexte de vie différent, où elle avait une autre apparence, etc. Et puis par la suite, les recherches ont continué, et c'est là que beaucoup de gens se sont dit, en tout cas ces deux personnes se sont dit, alors est-il possible que finalement les causes des problématiques actuelles remontent à plus loin? Alors évidemment, par rapport à tout ça, cette notion d'âme, elle implique une mémoire, puisqu'elle perdure à travers le temps et l'espace. Et si la mémoire perdure à travers le temps et l'espace, est-elle mémorisée dans le corps, dans le cerveau? Beaucoup de scientifiques pensent que c'est le cas. Et il se trouve qu'un très grand chercheur qui s'appelle Karl Pribram, qui est actuellement décédé, il est décédé en 2015, a mené toutes ses recherches sur les neurosciences. Il a dédié sa carrière à ça et il s'est rendu compte à travers ses recherches qu'il n'existait pas d'engramme dans le cerveau, c'est-à-dire de traces mémorielles de l'expérience. Philippe Guillemont, qui est un physicien et qui donne des conférences et qui en parle lui aussi, explique qu'on ne peut pas, le cerveau n'est pas fait pour mémoriser la structure, l'image, les choses vraiment associées à l'objet, à du visuel et à ce qui a été vécu. Donc, s'il n'y a pas de traces de mémoire physique dans le cerveau, c'est un peu comme si on prenait un ordinateur qui n'avait pas de disque dur et qui pourtant pourrait nous restituer quelque chose qui a été mémorisé quand même. Ceci pour en dire que si il existe bien une âme, puisque visiblement c'est le cas et que beaucoup de gens en parlent, et fort heureusement, qu'il y a même des personnes, des enfants qui ont des souvenirs très précis de leur vie antérieure depuis tout petit. Quel est le projet sens? Pourquoi vivons-nous sur Terre finalement? Alors, le pourquoi implique le comment. C'est-à-dire que parfois chercher, mais pourquoi je vis ceci? Peut-être implique-t-il davantage comment puis-je m'en sortir? Alors évidemment, pourquoi n'est pas anodin. On peut chercher les causes à travers la psyché, à travers la psychanalyse, à travers l'hypnose, comme je le fais notamment, et par un raisonnement. Mais au-delà de cela, on se rend compte qu'il y a toute une dynamique très profonde et qui est complètement inconsciente. Donc qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient est là pour protéger, c'est un grand réservoir de connaissances et de sagesse. Il a toute la mémoire, pour le coup, de notre expérience actuelle et même passée, parce que c'est par ce biais-là que l'on peut remonter dans d'anciennes vies pour comprendre quel est le sens de celui-ci. Et lorsqu'on mène par exemple une régression, on peut aller même dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vies, c'est-à-dire que entre deux vies, deux incarnations, il y a un moment où l'âme va se régénérer, va aller continuer d'apprendre. Pour aussi surprenant que ça puisse paraître, l'âme continue continuellement d'avancer, d'apprendre et de comprendre et d'assimiler ce qu'elle a vécu auparavant. D'où le fait que lorsque on aborde cette phase-là, après la mort, il y a une première phase qui consiste à aller sous une sorte de douche énergétique pour aller se régénérer. Et ensuite, il y a le bilan, souvent avec son guide spirituel, pour aller voir qu'est-ce qui n'a pas été compris ou assimilé dans la notion d'amour. Et là, le mot-clé, c'est amour. On ne vous parle pas de 36 000 choses, c'est amour.
Parce que l'amour semble contenir le tout. Toutes les qualités de l'amour, que ce soit la paix, la sérénité bien sûr, la compassion, la tolérance et toutes les autres qualités que nous pouvons expérimenter chaque jour au quotidien. Donc, de ce fait, en fait, à travers ces perceptions, cet angle de vue que l'on a braqué comme un faisceau de lumière sur des moments où il y a eu un impact émotionnel, va permettre d'être libéré. Et le but aujourd'hui, c'est pas forcément d'attendre de passer de l'autre côté du voile pour dépasser ça, c'est de pouvoir le faire en conscience. Et là, c'est tout un voyage intérieur qui nous est proposé. Ce voyage, il peut se faire simplement en posant notre attention sur qu'est-ce qu'on ressent ici et maintenant à propos d'une situation, à propos d'une personne, à propos d'un passé. Et un petit peu comme si on faisait le bilan, qu'est-ce que j'ai appris à propos de ça? Qu'est-ce qui a avancé? Et là, c'est comme si on se retournait et on se dit, ok, au départ, je suis partie avec tel bagage et aujourd'hui, je remarque que je suis plus patient, je suis plus confiant, je suis plus en sécurité, j'ai développé plus d'équilibre dans mes relations, etc., etc. Donc si vous remarquez un petit peu le fil conducteur, ce fil d'Ariane, il va vous conduire nécessairement à des prises de conscience. Donc il est vrai qu'en thérapie, on explore ces mémoires, mais les mémoires inconscientes n'ont pas toutes besoin d'émerger. Parfois, l'inconscient met une protection, ce qu'on a sous la forme d'une amnésie ou d'une incapacité à aller se souvenir de souvenirs traumatiques. Donc là, on va aborder tout à l'heure l'aspect traumatique. Quand il y a un traumatisme, il y a une information qui est associée à une émotion qui, pour le coup, crée une telle intensité, une telle décharge que l'inconscient va décider, par exemple, de mettre de côté cet événement-là, un petit peu comme si on mettait sous cloche pour aller se préserver, comme un disjoncteur. Par rapport à cette notion d'inconscient, l'inconscient, ce n'est pas qu'un grand réservoir de connaissances et de sagesse. Il a une fonction donc de protection et il a la connaissance de tout le vécu. Et cette connaissance est tellement fine que le conscient n'y a pas forcément accès. Par exemple, si là je vous demandais de vous souvenir de tout ce que vous avez vécu, même ne serait-ce qu'il y a des fois 3 semaines ou 15 jours, vous seriez bien ennuyé de vous souvenir exactement dans les moindres détails de tout ce qui a été vécu et mémorisé. Et pour autant, quand on laisse cet inconscient s'exprimer, quand on laisse beaucoup plus de place à l'apaisement du mental, qui est trop présent la plupart du temps, qui nous empêche de vivre les choses de façon plus sereine, eh bien on se rend compte que l'inconscient a d'infinies capacités, en tout cas énormes capacités, et notamment de traitement de l'information, bien plus que le conscient ne peut le faire. Par exemple, on peut traiter un certain nombre de choses en même temps, mais l'aspect multitâche, comme sur un ordinateur, va avoir ses limites au niveau conscient. C'est pour ça qu'on sature. Donc la saturation est une des techniques notamment utilisées en hypnothérapie pour permettre de laisser le corps un peu plus au repos, de s'apaiser, pour que cette partie plus inconsciente devienne au même niveau que le conscient et crée un dialogue beaucoup plus serein. Parce que les conflits intérieurs viennent souvent d'une difficulté à laisser cette partie bienveillante prendre soin de nous et surtout nous montrer quel est le chemin. Alors, ce chemin-là, il a été notamment détaillé en numérologie. Et alors, je ne dis pas que c'est voilà, un chemin, c'est par exemple si je prends le chemin de vie 1, il y a plein de gens, peut-être même dans la salle, plusieurs personnes qui ont le même type de chemin de vie. Mais il ne va pas s'exprimer de la même manière pour chacun parce que vous êtes tous des individus différents et que vous avez une vie propre, une personnalité propre, un caractère et que par conséquent, cette trame de fond, qu'on pourrait appeler chemin de vie, va prendre un relief tout à fait unique parce que vous avez une identité unique et que vous êtes unique et grâce à cela justement ça crée toute cette biodiversité sur Terre. Donc par rapport à tout ce cas de figure où on rencontre toutes sortes de situations
carrefour où il faut prendre des décisions, eh bien, on réalise que c'est comme s'il y avait des jalons au cours de sa route. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà rendus compte que c'est comme si, quand vous rencontriez quelqu'un qui a une relation très forte, vous avez l'impression de la connaître déjà. C'est souvent un indicateur. Quand vous avez également l'impression que vous êtes à un tournant de votre vie et que vous ne pouvez plus suivre une voie professionnelle et que c'est comme si la vie vous poussait ou que quelque chose en vous vous poussait à prendre une autre direction qui écoute davantage vos valeurs, vos besoins fondamentaux et vous fasse vous respecter davantage. Vous mettre beaucoup plus à l'écoute. En fait, c'est comme si, à un moment donné, il y avait des sortes de petits repères, de petits drapeaux qui vous disaient « Bien là, tu reconnais telle personne? Est-ce que tu vas passer à côté de cette opportunité ou est-ce que tu vas faire cette rencontre-là? Est-ce que tu vas y aller ou est-ce que tu décides de faire autre chose ?» La notion de choix est très importante parce qu'il n'y a rien de véritablement écrit à 100% ni en totalité. Le chemin de vie, c'est un petit peu comme une exploration qui permet de découvrir toutes vos potentialités, qu'elles soient actives ou sous-actives. Parfois, c'est simplement en sommeil et on se rend compte que même à 50 ans, 60 ans, tout à coup, il y a des personnes qui disent « mais je n'y avais pas pensé, enfin c'était dans un coin de ma tête et puis d'un coup, moi j'ai envie de faire du magnétisme ou j'ai envie de me tourner vers une autre carrière plus artistique ou en tout cas quelque chose qui a du sens. » Donc tout ce qui a du sens pour vous, c'est un petit peu comme un petit drapeau qui s'agite, qui dit « Eh oh, je suis là, j'existe, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu acceptes de m'accepter et de te mettre au diapason de ce qui m'inspire ?» Voilà, c'est pas pour rien on dit inspirer, hein, parce que vous vous sentez inspiré par quelque chose qui vous donne un petit peu un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, il ne vient pas par hasard, il vient souvent à des moments, à des périodes où c'est nécessaire de se remettre en question. Donc, par rapport à tout ce qui est inconscient, évidemment, il y a aussi cette notion non seulement de choix. Vous avez la possibilité dans votre libre arbitre d'exprimer ces possibilités ou de les laisser s'étouffer. Et il y a des personnes qui littéralement passent leur vie, passent à côté de leur vie, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est un peu triste parfois et que même malgré une main tendue, des personnes ne saisissent pas cette main-là parce qu'elles s'en sentent incapables ou parce que ça fait tellement d'années qu'elles sont dans cette modalité-là que c'est très compliqué pour elles de passer à autre chose. Et puis, il y a toutes ce qu'on appelle les blessures d'âme. Alors, je vais y venir aussi, mais je vais peut-être terminer sur cette notion de chemin de vie en numérologie, parce que ça peut donner vraiment une idée de ce que ça peut comporter et impliquer pour soi. Il y a 9 grands types de chemins de vie, de 1 à 9, parce qu'on considère que la vie est un cycle qui se renouvelle perpétuellement et qu'à travers ce renouvellement, là, un petit peu comme les saisons, il y a l'opportunité de pouvoir vivre, expérimenter et même si c'est toujours printemps, été, automne, hiver, eh bien, ça n'est jamais identique. Donc à travers ces cycles, on va dire un petit peu comme les chats qui ont 9 vies, soi-disant, le 9 c'est un chiffre qui revient de façon très récurrente, comme le 7 qui est le chiffre de l'esprit. Donc 9, parce que le 1 contient un petit peu la totalité. Ensuite, il y a le chemin de vie, on va dire 11, 22 et 33 qu'on appelle les maîtres d'ombre. Ce sont des vibrations. Tout est nombre. Depuis l'Antiquité, on a très bien compris que tout est vibration, tout est nombre. Au départ, la physique n'était pas dissociée de la spiritualité, on appelait ça la métaphysique. La métaphysique n'est rien d'autre qu'une approche de ce qu'on pourrait dire l'épistémologie, c'est-à-dire tout ce qui peut porter un sens et au-delà du sens, d'atteindre une sorte de quintessence en fait. Et comment atteindre cette quintessence que certains appellent processus alchimique, si ce n'est en rentrant à l'intérieur de soi et en explorant ses parts d'ombre aussi, si ce n'est en acceptant de rentrer à l'intérieur, même là où ça fait mal.
Alors, on n'est pas obligé d'aller se faire mal volontairement, mais on peut simplement essayer de se donner un peu de compassion, un peu de tolérance, un petit peu d'amour, de se dire « Ok, malgré ce que je vis, je peux accepter de m'aimer tel que je suis en ce moment avec mes qualités et mes défauts. » C'est apprendre à être plus doux envers soi-même, en tout cas. Alors, par rapport évidemment à toutes ces choses que je viens d'aborder, qui sont quand même assez vastes et riches, j'essaie de vous en faire un panorama le plus large possible, que vous ayez une vue globale. Il est évident que s'il y a une âme, il y a donc des mémoires, donc une information associée à des émotions, et par rapport à une sorte de projet-sens. Alors, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter là? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Comprendre peut-être que tout est expérience au fond. Au lieu de porter un jugement, j'ai mal fait, au lieu de culpabiliser de façon morbide et excessive, c'est arriver à réintégrer petit à petit l'amour et l'acceptation de soi et accepter de libérer et laisser partir tout ce qui reste à l'intérieur et qui vous pourrit la vie, littéralement, qui nous pourrit la vie. Ça implique aussi, à travers ces chemins de vie qui sont un petit peu comme des... je vous prends un exemple. C'est comme si on avait un tableau. Le chemin de vie, c'est un chemin avec un panorama, un background, un décor. Et puis, tout ce qu'on va décider de faire à travers cette avancée-là, c'est nous qui décidons de comment on le vit, comment on l'expérimente, comment on l'approche, et on en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Et en apprenant plus sur nous-mêmes, nous évitons de reproduire ce qu'on appelle des erreurs. Et on avance beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement et beaucoup plus donc en paix. Y compris à travers les relations. Les schémas problématiques cessent, les conflits cessent, la relation à l'autre s'apaise puisque la relation avec soi-même s'apaise. Donc c'est un chemin de guérison de l'âme qui nous est proposé. Le projet Sens de vie, c'est la guérison de l'âme, c'est la découverte du soi, à travers l'amour, à travers tous ces chemins sinueux, pour découvrir toutes les qualités qui nous est possible de déployer en nous, un petit peu comme une source qui se renouvelle constamment et qui nous permet de pouvoir plonger en nous-mêmes et de nous y ressourcer. C'est un chemin d'aventure, évidemment, qui comporte toutes sortes d'expériences aussi larges que variées et parfois même imprévues. Alors quand je dis imprévu, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de prévu. Et s'il y a quelque chose de prévu, est-ce que ça signifie qu'il y a des choses qui ont déjà été programmées à la base? Il semblerait que oui. Nous avons, avant notre naissance, eu la possibilité de programmer l'endroit où nous allions vivre. Le pays, la région et la famille, qui semble la plus adaptée par rapport à ce que nous avons choisi de dépasser, qui n'a pas pu être dépassé dans d'autres vies. Pour le coup, c'est intéressant parce qu'on se dit qu'on a choisi soi-même et personne ne nous l'a imposé. Et ça vient aussi nous permettre de réaliser que, étant conscience, on a eu le choix nous-mêmes d'avoir ce choix, de poser ce choix, de poser cette décision. Alors ça ne veut pas dire que tout est déjà programmé à la base, mais qu'en tout cas il y a des piliers, des jalons, des choses qui sont comme des grandes étapes, des grandes lignes. Voilà, comme si on avait fait une esquisse et que ensuite c'est à nous de choisir si on prend l'itinéraire bis, si on prend l'autoroute ou si on prend les petites routes de campagne, ou si nous décidons de tracer encore un autre chemin. Quoi qu'il en soit, c'est comme si à la base, on avait choisi de vivre un certain nombre de choses, parfois des preuves clés, pas toutes, mais certaines, des rencontres clés bien sûr, et qu'à travers cela, ça nous permet d'avoir un feedback sur nous-mêmes, un retour sur information, pour aller développer des qualités, des compétences, des capacités, des forces et des ressources. Et tout cela ne peut se faire que par cette densification dans la matière. Je prends souvent le même exemple, mais il est parlant. C'est celui d'un pianiste ou d'une pianiste qui aurait toujours appris ses gammes, mais de façon totalement théorique. Mais sans la pratique, comment le pianiste peut-il jauger, évaluer
sa capacité à faire de cette mélodie quelque chose de vraiment maîtrisé, si ce n'est qu'en l'expérimentant. Donc, c'est aussi à travers ce cheminement-là, où l'esprit s'incarne dans la matière, qu'on a la possibilité de mettre à l'épreuve ce qu'on a déjà en théorie en soi. Et que de la théorie à la pratique, il y a une grande différence. C'est comme quand on apprend une leçon à l'école et puis, une fois qu'on vient pour faire l'exercice, eh bien, il y a ce qu'on appelle des erreurs et puis il faut recommencer. Là, c'est un petit peu le même processus. C'est un petit peu comme si par la pratique, on était venu acquérir de plus en plus de maîtrise. Et cette maîtrise-là, elle ne nous est pas imposée de force. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus qui nous dit « Oh, bah toi, tu vas être puni, tu as fait ça dans tes autres vies, ou alors je vais te sanctionner, un dieu avec une barbe. » Non, enfin, je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Il y a peut-être des personnes très croyantes et je respecte vraiment, parce que c'est une foi qui est louable. En tout cas, je vous parle des cas des personnes qui ont accédé à autre chose et qui disent que en fait la notion même de Dieu ou de divinité n'a rien à voir avec les concepts humains. Donc on est dans quelque chose de totalement dénué de dogme en fait. Et ça ne signifie pas que la religion est mauvaise, bien au contraire, elle a sa raison d'être et c'est la raison pour laquelle il existe sur Terre en tout cas, c'est que c'est aussi une expérience en soi, de pouvoir vivre cela. Moi je le sais parce que mes parents par exemple ont grandi dans une religion très... enfin c'est même pas une religion, c'est plutôt une secte, mais bon c'est pas grave. Et c'était un choix, on voit que c'est un choix qui leur a sauvé la vie quand ils étaient plus jeunes. Si ma mère n'avait pas fait ce choix d'adhérer à cette organisation, on va dire, eh bien la folie l'attendait très concrètement, elle était déjà en train de basculer. Donc il y a des choses qui ne sont ni bien ni mal. Il n'y a pas de notion de jugement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, c'est une expérience à part entière, d'où le fait aussi de ne pas se juger soi-même trop sévèrement, parce qu'on a souvent tendance à le faire. Et que arriver à accepter aussi qu'on a fait de son mieux, c'est déjà un énorme pas en avant. Concernant... alors après vous pourrez me poser vos questions à la fin, si vous avez vraiment besoin de plus de détails. Je vais essayer d'aborder les choses de façon la plus vaste possible concernant les schémas récurrents. Voilà. Si on part du principe que on a choisi de vivre certaines expériences clés, qu'on est à des carrefours de notre vie qui nous posent la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend malheureux, ça veut dire que ce qui nous rend heureux ne va pas rendre heureux quelqu'un d'autre et que c'est vraiment quelque chose de très personnel. D'autant plus que ce qui vous rend heureux dépend totalement de votre façon de voir et ressentir le monde. Donc c'est quelque chose de très unique. On a tous une façon de voir le monde. Depuis petit, on a appris toutes sortes de choses. On a été conditionné. Voilà, ça fait partie des choses qu'on vit tous. Une famille avec une éducation, avec l'école, la société, les grands-parents parfois, etc. Tout cela fait en sorte qu'on s'est adapté à des circonstances et que même si quelqu'un, je prends un exemple extrême, devient un criminel, on ne connaît pas profondément les causes inconscientes qui l'ont mené à là. Et souvent, ce sont des grandes souffrances. Et là, on va parler des notions de blessures profondes, des blessures psychologiques. Les blessures psychologiques, ce sont, comment dire, c'est un petit peu comme si au travers des vies, on avait un phénomène de strate géologique, où chaque fois qu'il y a une pile, une expérience voilà, désagréable, blessure d'abandon, je prends une blessure d'abandon, je me sens abandonnée. Une expérience comme ça est vécue, puis une autre au cours de la même vie, puis une autre. Et ensuite, imaginons que, si on part du principe de la réincarnation, il y en a d'autres
qui se répète, qui se répète, qui se répète. Là, la question se pose de savoir pourquoi ça se répète et comment on peut en sortir. Alors ça se répète parce qu'on se sent abandonné. Ça veut dire qu'on a la croyance que quelque part, quelque chose ou quelqu'un nous a séparés de l'unité. Et là, on est en plein dans la notion d'âme où c'est comme si on avait quitté le nid douillet, qu'on naissait, et que là, je dois me débrouiller tout seul, il n'y a plus personne, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On a quitté un petit peu cette matrice universelle d'unité, d'amour, et d'un coup, il y a la perception d'un abandon, qui va souvent avec la notion de rejet. Alors, ce sont des choses qui sont très fortes et qui surviennent très tôt dans l'enfance. Il a été mis en évidence que ça arrive souvent entre 0, même avant la naissance, pendant la conception, jusqu'aux 2 ans. Ça peut s'étaler plus loin encore. À partir de là, il y en a d'autres qui se rajoutent. Il peut y avoir la blessure, bien sûr, de rejet, souvent vécue avec le parent du même sexe. La blessure de rejet, c'est par exemple une fille qui sent qu'elle n'a pas été désirée par sa mère. Blessure d'abandon, ça va être une fille qui a été abandonnée par exemple par son père. On prend un exemple vraiment très concret et basique. Parfois, c'est une perception d'abandon qui n'est pas un réel abandon. Ça ne veut pas dire que le père ou la mère a réellement abandonné l'enfant, mais l'enfant l'a vécu ainsi. Tiens, papa ne donne plus de ses nouvelles, je pleure, bébé pleure, je pleure, et il n'y a personne. Première blessure d'abandon. Ce ne sont pas des choses très dramatiques, vraiment au sens traumatique, profondément traumatique, mais c'est souvent comme des petites piqûres comme ça, un ensemble de petites choses qui, mises bout à bout, forment comme un chapelet et qui s'additionnent pour donner un sentiment vague qui va avoir tendance à se reproduire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est inconscient va chercher à s'évacuer, à sortir. Et pour s'exprimer, eh bien, ça crée des conditions un petit peu comme la loi d'attraction. C'est-à-dire que tout est magnétique. Et qu'on attire inconsciemment à soi ce sur quoi on vibre. Et si on vibre abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, les 5 grandes blessures de l'âme, il y en a d'autres, mais on va parler de ces 5 grandes qui engendrent les autres aussi, eh bien là, on va avoir une configuration de schéma de vie qui va graviter comme un système solaire autour de ça. Et on remarque souvent que dans les lignées, ça a été pareil, comme par hasard. Alors souvent on dit « Ah, comme par hasard, ma mère a vécu ça. Ah tiens, du côté de mon père, il s'est passé ça. Ah, je comprends pas, mais pourquoi ça se perpétue ?» Alors j'aime bien le mot « se perpétue ». Le père tue presque en quelque sorte. C'est assez symbolique, mais ça continue. Ça continue et ça continue jusqu'à ce qu'on se libère de ça. Alors, comment s'en libérer ? Eh bien, tout simplement en sachant qu'il n'y a pas de notion d'abandon. L'abandon n'existe pas du moment qu'on n'y croit plus ou qu'on n'y croit pas. Ça paraît difficilement concevable pour une personne qui le vit de l'intérieur, mais la notion d'abandon implique nécessairement une séparation. Or, si tout est relié, comme je l'ai dit au tout début, comment est-il possible que nous soyons abandonnés? Comment est-il possible que nous soyons dissociés? Et là, la physique quantique nous aide de façon très étonnante, parce qu'elle a mis en relief ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce que l'intrication quantique? Je me suis passionnée vraiment pour la cosmologie pendant au moins 4-5 ans, et pourtant je ne suis pas vraiment pas scientifique de base, j'étais même plutôt nulle en maths, mais c'est quelque chose que j'arrivais à comprendre, bizarrement. Et j'ai compris, grosso modo, qu'une particule, on va dire particule A, qui est en relation avec une autre particule subatomique B, du moment qu'elles sont connectées à un moment donné, qu'elles s'entrent en relation, eh bien ce qui arrive à A arrive à B. Idem si une même particule se divise en deux. Ah, ça c'est possible. Elle se duplique. Parce que dans le monde quantique, en fait, une particule peut habiter plusieurs endroits à la fois en même temps.
Donc ça, c'est vraiment le côté magique des choses où on se rend compte que la localisation n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine de la réalité. Et pour le coup, on se dit, mais alors, si cette particule A, elle est ici, là-bas, elle lui arrive quelque chose, l'autre qui s'est dupliqué à partir d'elle, comme vous prenez la mitose cellulaire, la cellule mère se divise en deux, donc ça donne une cellule principale et une autre, et bien là c'est pareil, ce qui arrive à lui arrive à l'autre instantanément et indépendamment de la distance. Ça peut être à l'autre bout de l'univers que instantanément l'information qui concerne l'une va s'appliquer à l'autre. Donc là, ça remet en question complètement le modèle de la réalité qu'on se fait où il y a la notion de distance, d'espace, de temps, de simultanéité ou de non-simultanéité du temps. On est dans un autre registre où tout est interconnecté. Si tout est interconnecté, on ne peut pas souffrir puisque finalement la notion même de solitude, de rejet, perd totalement de sa consistance. Pour autant, ça ne signifie pas que deux personnes se sentent reliées ou plusieurs personnes se sentent connectées et qu'il y ait les notions de famille, d'amis, etc. Parce que vous vous sentez plus proche des uns que des autres, parce qu'il y a des affinités, parce que les informations vous concernant sont très proches de l'information qui concerne une autre personne, parce que vous avez des points en commun. S'il y a des points en commun, ça veut dire que l'information est similaire. Et là, on touche vraiment au domaine de l'information. Un domaine que j'aime beaucoup parce que si on aborde la notion de chemin de vie, on aborde la notion nécessairement d'information. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement émergent. On n'a vraiment pas exploré ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Univers cyclique, une nouvelle approche de l'information universelle que je n'ai pas pu vous amener aujourd'hui, mais qui est disponible sur Amazon dans tous les cas. Qui explique un petit peu comment conscience et métaphysique et physique peuvent se concilier dans une perception holistique d'un grand tout. Et à partir de là, en fait, ce qu'on appelle chemin de vie, c'est un peu un chemin d'âme. Il va s'exprimer d'une certaine façon ici et maintenant pour vous, mais ça ne veut pas dire que demain, dans une autre vie, ça va être la même chose. Parce que c'est comme les saisons, je vous disais, une saison en amène une autre, qui en amène une autre, etc. Et que c'est une relation de cause à effet que certains appellent le karma. Alors, je pense que c'est un concept que vous connaissez tous plus ou moins. En tout cas, le karma, c'est ce qu'appellent souvent les bouddhistes, qui serait une sorte d'héritage d'ancienne vie qui viendrait avoir des répercussions sur la nôtre. Si on est, alors on va prendre un exemple complètement presque stupide, mais parce que c'est pas la réalité ultime et dire que ceci est comme ça et comme ça, c'est pas ma façon de voir les choses et j'ai pas envie de vous mettre des martels en tête. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la notion de karma, on présuppose que si on a fait un acte malveillant, à un moment donné, on va le revivre. Bon, soit. Est-ce que c'est une punition? Pas nécessairement. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Pourquoi pas? Parce que finalement, toute action amène une réaction. Et que ça ne veut pas dire que c'est un jugement ou par vengeance ou quoi que ce soit, mais juste pour expérimenter peut-être cela. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a commis des crimes par le passé va continuer à le faire plus tard. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant, parce que je parle beaucoup et de façon continue. C'est pour vous donner un maximum d'informations dans ce temps qui est relativement court. Pour parler du karma, alors, je bois un petit coup et j'y viens. Tout à l'heure, je vous parlais du chemin de vie en numérologie. Voilà, 9 types de chemins de vie. Je vais y venir parce que tout est relié, là encore. Pas que 9 vies, 9 chemins de vie. Il y a chemin de vie 11, 22, 33. Voilà, c'est des chiffres qui portent une signification et des qualités à développer, des compétences, des facilités.
c'est comme si vous aviez une boîte à outils et vous êtes né avec cette boîte à outils et avec des aspirations propres à ce type de chemin. Je vais vous prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis le chemin de vie 5. Le 5, c'est au milieu de la séquence. C'est le chemin de vie des aventuriers et des aventurières, donc avec beaucoup de curiosité, de découverte, de multiplicité d'expériences, de changement. Le 5, c'est le changement, le mouvement. C'est un chiffre instable par nature, donc il y a à faire attention à la nervosité, à l'impulsivité, à ne pas partir dans tous les sens, canaliser son énergie. Et comme c'est un chemin de vie d'aventure, et bien nécessairement, il y a beaucoup de rencontres, ça peut être des voyages, mais pas que des voyages physiques, ça peut être aussi des voyages de l'esprit. Ce qui explique sans doute la raison pour laquelle je canalise et que je reçois des messages de plans et de présences supérieures de toutes sortes. Et que j'accède aussi à d'autres mémoires personnelles ou même pour d'autres personnes. Je peux très bien me focaliser sur quelqu'un et accéder à certaines choses. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que ce que je vois c'est vrai, j'en sais rien du tout, mais si ça parle à la personne, tant mieux. En tout cas, au moins, au pire, on va dire, peu importe, ça pourrait être une métaphore, en tout cas, que la conscience peut-être supérieure envoie pour régler un problème. Ça peut être tout simplement ça. Donc, partant de ce type de chemin de vie, ça implique, donc s'il y a beaucoup de changements et de mobilité, de s'adapter. Donc ça signifie que à la naissance, on est avec cette capacité d'adaptation, où il y a une envie de découvrir plein de choses. Et certains types de chemins de vie sains comme ça sont portés vraiment à beaucoup voyager, à beaucoup découvrir, à beaucoup rencontrer de gens et quantité d'autres choses. Après, je ne vais pas vous détailler tous les autres types de chemins de vie parce que ce serait trop long, mais je vous ai donné un exemple. Voilà. Qu'à partir de là, on a des qualités comme si on s'était programmé avant la naissance, de dire voilà, ok, moi j'ai envie d'expérimenter ça. Mais pour ce faire, j'ai besoin de telle et telle compétence et puis j'ai besoin de faire telle et telle rencontre et j'ai besoin d'habiter à tel et tel endroit et de vivre telle et telle chose pour que ce soit le plus épanouissant possible. Maintenant, ça ne tient qu'à soi de l'expérimenter concrètement ou de passer à côté. Il n'y a rien d'arbitraire. La place du libre arbitre, elle y est. Et heureusement, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des robots. Cela étant dit, il y a des façons de se réaliser. Et en numérologie, on a plusieurs types de réalisations au cours de la vie. C'est comme des cycles, en fait, des phases où on va se réaliser plus dans telle tendance, puis dans telle tendance, puis dans telle tendance, en fonction, en fait, c'est par rapport à des calculs qu'on fait entre les prénoms et le nom de naissance et la date de naissance. Donc à partir de là, on va aller voir comment se déroule le chemin de vie. Là, on a tout un déroulé. Ça ne veut pas dire que la tendance va nécessairement s'exprimer dans le cycle qu'on traverse, la tendance globale, mais ça peut donner une indication de ce qu'on pourrait être amené à vivre. Et ça, c'est comment on va réussir, avec cette boîte à outils, à transcender les difficultés, l'héritage, on va dire, des anciennes vies, et même transgénérationnel. Comment est-ce qu'on va réussir à se sortir de là et à donner le meilleur de soi et à se sentir bien, tout simplement. Parce que le but, c'est se sentir bien. Alors là, il y a toutes les passions, tous les centres d'intérêt qui sont présents depuis l'enfance. Si on se rappelle, étant enfant, ce qu'on inspirait, bon, c'est vrai que ça a pu changer au cours du temps, mais globalement, c'est comme s'il y avait un noyau dur qui nous fait dire moi, ça pour moi, ça vibre pour moi, ça me plaît, j'aime ça. Il y a des gens, ça va être la création artistique, d'autres, ça va être l'intellect, la réflexion. Pour d'autres, ça va être plutôt l'aspect de la guérison, envie d'aider les autres. Ça, c'est vraiment typique à chacun. Comment ça va s'exprimer pour chacun. Et donc là, ça implique d'être à l'écoute. Concernant ce qu'on appelle le karma, on le voit aussi en numérologie, on le voit en hypnose, enfin on va voir, on va pas forcément l'appeler karma, mais on va dire ce qui n'a pas pu être développé auparavant et qui fait que dans l'enfance, surtout, ça se manifeste. Alors, je donne un exemple. Pour certaines personnes, ça va être s'il y a une difficulté dans la relation à l'autre, à coopérer, eh bien, il y aura certains conflits relationnels. Voilà. Là, on va parler du karma de type 2.
Le 2, c'est la relation de soi à l'autre. Comment est-ce que je prends ma place? Comment est-ce que j'existe par rapport à l'autre? Et on va remarquer qu'il va y avoir des difficultés à coopérer, à faire des concessions. Donc c'est tout l'aspect des concessions. Le 3, ça va être la communication, par exemple. Si quelqu'un a des difficultés de communication dans l'enfance, ben peut-être que c'est quelque chose qu'il a à relever dans cette vie présente. Mais il n'y a pas que les défis karmiques, il y a les défis propres à cette vie, qui se rajoutent à ce qu'on appelle les défis karmiques. Donc par rapport à ça, c'est un petit point supplémentaire sur lequel on a besoin d'axer l'attention. Donc j'ai ma base, ok, j'ai mon héritage par rapport à mon histoire d'âme, à mon parcours d'âme, pas que dans cette vie, puisque dans l'enfance on comprend bien qu'on a des difficultés parfois, ou pas forcément, mais en tout cas il y a certains traits de caractère et des caractéristiques qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas, et par la suite ça va s'accentuer ou alors ça va se transcender. Ça dépend de comment vous le vivez. Donc, en plus de ce qu'on appelle les défis karmiques, il y a les défis propres à cette vie. C'est-à-dire, on te dit que là, à ce moment, dans cette vie-là, tu vas mettre l'accent sur quelque chose qui est important pour toi, qui va t'aider. Et donc là, par exemple, si je prends le 4, c'est le travail. Alors, quelqu'un qui a un défi 4 dans la vie, qu'il soit karmique ou pas, peu importe, ça veut dire qu'il y a une difficulté d'organisation, de travail, d'aller travailler tout simplement, de se structurer, d'aller jusqu'au bout des choses. Et des gens qui vont procrastiner, souvent ont un problème avec le 4. En tout cas, c'est aller jusqu'au bout des choses, peaufiner, structurer, etc. Et cette approche, je vous la donne par rapport à la numérologie, mais je pourrais très bien la voir par rapport à si je fais une séance en thérapie. On va remarquer les schémas clés et les relations de cause à effet d'une autre façon. Et du coup, là, on va avoir une approche qui va être plus dans la thérapie orientée solution, ce qu'on appelle les thérapies brèves. La thérapie brève va poser un petit peu un regard, un bilan sur le parcours et qu'est-ce qui préoccupe le plus la personne à ce jour et vers quoi elle veut tendre. Alors, à la limite, on s'en fout, entre guillemets, de comment ça va se faire consciemment, parce que la plupart des choses ne sont pas conscientes. Il y a des choses qui sont conscientes, mais c'est comme quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer. Il a beau avoir envie d'arrêter de fumer, c'est pas pour autant qu'il va arrêter de fumer. Donc c'est un mécanisme qui est inconscient, mais qui cherche à combler quelque chose à l'intérieur de soi. Donc là, ça devient intéressant parce que qu'est-ce que ça cherche à combler en soi? Quel est le manque ou quel est le besoin? Inversement, c'est la même chose, hein. Manque ou besoin. Si quelque chose me manque, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai un manque à un autre niveau. Les personnes qui font de la boulimie ou qui ont des problèmes de nourriture, des troubles alimentaires compulsifs, c'est relié à l'affectif, parce que la nourriture, c'est de l'affectif. C'est la vie, c'est la mère, c'est ce qui vient de la terre-mère. Et donc, ça veut dire qu'il y a une carence à ce niveau-là et que ça cherche à combler un besoin qui est non seulement affectif, mais qui est aussi parfois connecté à d'autres choses, à des traumatismes. Donc là, on entre dans une dynamique qui peut être familiale et personnelle, parce que peut-être que la personne a non seulement un vide affectif amoureux et autres, parce qu'elle ne s'aime pas déjà, pas suffisamment, et qu'il y a aussi de l'humiliation, il y a du stress, il y a des conflits avec les autres qui font que ça se passe mal avec les autres, donc je me bouffe, littéralement. Voilà, c'est se bouffer soi-même, quasiment. Et donc la personne prend du poids, etc. Pour la cigarette, voilà, on est dans un autre type de compulsion. C'est souvent, on va dire, pour faire une... Alors, ça peut être pour faire une pause, ça peut être le moment plaisir parce qu'il n'y a pas d'autre source de plaisir. Ça peut être parce qu'il y a eu un traumatisme, un choc émotionnel, un divorce, n'importe quoi. Et puis, pour essayer de déstresser, ça donne l'illusion d'apaiser le stress, sauf que c'est un cercle vicieux. Mais en tout cas, on voit bien que l'inconscient n'est pas là pour mettre en place un comportement problématique, mais pour trouver une solution. Il faut bien comprendre que l'inconscient cherche toujours à trouver une solution, même à travers des comportements problématiques qui ne sont pas adaptés de notre point de vue. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'autres moyens à ce moment-là de pouvoir faire autrement. Et que par conséquent, c'est comme quand on se casse le pied, il faut bien une béquille. Donc on prend la première béquille à sa portée. Voilà. Donc là, c'est pour expliquer un petit peu comment les choses s'articulent
dans la vie par rapport à notre propre vécu et le regard qu'on porte sur les choses. Alors, je vais faire un petit aparté sur les croyances limitantes que je viens d'aborder, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple de croyance limitante, je suis nulle, parce qu'on nous a rabâché que t'es un bon à rien, tu travailles pas, ce que tu fais, ça va pas, donc croyance, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Autre conditionnement, la vie est dure. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend. La vie est dure. Sauf que ça ancre, littéralement, c'est comme si on posait une ancre de bateau par terre, c'est la vie est dure, donc elle ne peut pas être facile, nécessairement. Et si elle n'est pas facile, donc vous allez expérimenter quelque chose de dur, du difficile, où vous avez l'impression de lutter et de ramer, etc. Donc, on s'est programmé, littéralement. Il y a vraiment une notion de programmation, s'auto-programme. Donc il n'y a pas quelqu'un derrière qui va dire ben, toi tu vas vivre ça, toi tu vas vivre ça, c'est on s'auto-programme. Et le but c'est d'arrêter certains schémas répétitifs en ayant un autre angle de vue, en trouvant des ressources intérieures et en les mobilisant. Et ça se fait par l'inconscient et qui devient émergent, qui devient manifeste, concret. Et quand ça devient concret et intégré, on dit souvent « Ah, j'ai l'impression que ça a pris sa place, j'ai compris quelque chose. » Parfois, on comprend intellectuellement, mais on ne comprend pas intérieurement. C'est comme s'il y avait un décalage. Oui, je le sais, mais je n'arrive pas à l'assimiler. Comme une nourriture qui n'arrive pas à être métabolisée. Donc du coup, c'est comme si on mangeait, comme les personnes qui se remplissent juste pour se remplir, pour s'apaiser. Mais ça ne veut pas dire que ça les comble. Donc, quelque part, si ce n'est pas comblé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas assimilé, qui n'est pas intégré. Donc, quelle est la mise à jour à mettre en place? Et là, ça peut être intéressant justement de passer par différentes thérapies. Ça peut être l'hypnose, ça peut être la kinésiologie, ça peut être d'autres approches holistiques, ça peut être l'énergétique. En tout cas, tout ce qui permet un petit peu de réinstaller quelque chose qui nous permet d'avancer. Voilà. Et la plupart des gens qui viennent me consulter me disent « J'arrive pas à avancer » ou alors « C'est compliqué, j'ai l'impression que tout est difficile, que tout est laborieux, de ramer. » Et en fait, c'est toutes ces choses, tous ces conflits internes qui sont associés à des mémoires et des informations parasites qui entrent en conflit constamment avec les différentes parties du soi. Donc on a le subconscient qui interagit, l'inconscient, le conscient. Et tout cela s'articule par le biais de ce qu'on appelle le préconscient, qui est comme un lieu d'échange d'informations entre ce qui est inconscient, subconscient et conscient. Donc ça fait ce va-et-vient. Et c'est pour ça que parfois on fait des cauchemars récurrents. Parce que l'information cherche à se libérer, mais n'y parvient pas, donc elle revient à l'intérieur. Et quand elle revient à l'intérieur, eh bien, ça tourne en boucle jusqu'à ce que ça parvienne à se transcender, en fait. Vous voyez? Donc, vous comprendrez ici que le but ultime, en fait, ou alors en tout cas le projet sens, c'est le sens que vous voulez donner à votre existence. Celui que vous semblez avoir vous-même, d'après les différentes approches, qu'elles soient par l'hypnose régressive, par l'hypnose ericksonienne, que ce soit, enfin c'est la même hypnose, hein, de toute façon on est toujours dans l'hypnose ericksonienne, ou que ce soit par de la numérologie, que ce soit par de la kinésiologie, que ce soit par la PNL, la programmation neurolinguistique, qui examine les comportements et les causes et comportements problématiques, on est vers une notion de quel sens j'ai envie de donner à ma vie, que j'ai envie d'installer en moi. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un cheminement. Il y a des choses que vous allez arriver à transcender plus facilement que d'autres, et ça passe par des étapes. Et ces étapes sont nécessaires, parce que c'est comme un enfant qui fait l'apprentissage de la marche. Au début, c'est un peu vacillant, et puis ça devient de plus en plus facile, jusqu'à ce que ça devienne maîtrisé. Ça n'empêche pas de tomber, mais il y a de plus en plus de facilité. Et plus c'est facile, et bien plus c'est fluide, et plus les choses se mettent en place tranquillement. C'est comme pour l'apprentissage du langage. C'est pas quelque chose qui est inné, bien que l'enfant comprenne ce que papa, maman disent
vaguement, parce qu'il y a une sorte de brouhaha comme ça, mais ça se construit petit à petit. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'accomplissement personnel, à condition simplement de voir un petit peu quels sont les, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, les leçons de vie, j'allais dire, mais ça fait trop scolaire, on va dire les apprentissages qu'on peut en faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on en retire de bon, malgré la difficulté, même si c'est dur. Et que, certes, on a peut-être un type de chemin de vie, rien n'est normalisé ni figé. Tout est en dynamique, tout est en action et tout est en évolution. Parce que la vie, c'est du mouvement. Donc, tout dépend de ce que vous en faites, tout simplement. C'est comme quand vous mettez quelque chose pour en faire du terreau. Eh bien, supposons que vous voulez nourrir votre terre, ben, vous allez laisser ces expériences-là devenir votre terreau pour faire pousser votre joli jardin intérieur. Et en faire quelque chose de plus agréable et tirer le meilleur parti de vos qualités personnelles. Parce que c'est très valorisant de savoir qu'on est unique. Souvent, on bannit la différence. Ah, j'ai pas envie d'être différent, ou alors ça me gêne d'être différent. Mais c'est beau d'être différent, parce que s'il n'y avait pas toutes ces différences-là, le monde manquerait de quelqu'un qui a quelque chose à apporter, un petit truc, peut-être pas en plus, mais de différent, tout simplement. Et c'est grâce à toutes ces différences qu'il y a eu de grands génies sur Terre, qu'il y a eu de belles grandes idées qui ont germé, et que c'est de s'autoriser, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à exister tel qu'on est, en fait. Et tel qu'on est, ce n'est pas rentrer dans un moule, c'est pas dire voilà, ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça. Le chemin de vie, c'est la façon dont vous allez vraiment tirer le meilleur parti de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, pour s'aimer. Parce qu'entre semer et s'aimer, ça se ressemble quand même un petit peu. Et si on s'aime, eh bien on arrive à semer quelque chose de joli et à en récolter le fruit. Voilà. Je vais terminer ici, en espérant avoir répondu à un maximum de questions, d'informations, et en espérant avoir fait vraiment un tour le plus large possible. Voilà. Merci à vous, merci d'être présent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions particulières ou besoin de précision sur des choses que vous vous demandez, des questions personnelles, enfin peut-être pas personnelles, mais des choses qui auraient besoin d'être éclaircies? Ou est-ce que ça va? Oui. C'est assez dense pour moi. Oui. Est-ce que vous avez rédigé un livre Je suis, alors, oui, je suis en cours de rédaction. Oui. Je suis en cours de rédaction d'un livre qui va s'appeler Le sens de la vie, de l'essentiel à l'élémentaire, parce que j'aime bien la notion de l'arbre, essence, ciel et élément, terre. Donc on est dans le ciel et la terre, la connexion terre-ciel. Donc le sens de la vie, de l'essentiel élémentaire, va voir le jour normalement dans le courant de l'année prochaine. C'est en bonne voie. J'ai encore des petits chapitres à rajouter, mais tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, je crois que ça s'est coupé, non? Je ne sais pas. Tout ce qu'on a évoqué là aujourd'hui va vraiment prendre encore une autre dynamique, parce qu'il y a également dedans des messages inspirés ou canalisés, comme je les appelle, qui viennent de plans supérieurs, qui donnent... alors, j'y mêle mon expérience personnelle, donc c'est entre l'autobiographie et pas le manuel, mais en tout cas, il y a des exercices pratiques, il y a des réflexions, il y a des messages, il y a des choses qui, je pense, peuvent parler à beaucoup de gens, parce que ce sont les grandes thématiques de la vie. Et du coup, c'est beaucoup plus vaste que ce que j'ai pu aborder ici, mais j'ai essayé de résumer le plus possible ce qui est abordé dans le livre à venir. Merci. Donc n'hésitez pas, il y a mes cartes de visite que j'ai laissées là-bas si vous voulez vous tenir au courant. J'ai un site internet qui s'appelle sandrine-buzyn.fr.
.com, pardon, .com, j'ai eu un doute d'un coup, .com, où là, il y a toutes les dernières informations. J'anime des ateliers sur l'auto-hypnose, sur la bioénergie, comment développer son clair ressenti et sa communication spirituelle, comment être plus à l'écoute de son intuition, comment développer ses potentiels naturels, parce qu'on en a tous, on a tous des potentiels qui s'expriment différemment, vous l'aurez compris. Donc ça peut être la télépathie, ça peut être de la médiumnité, ça peut être plus le clair ressenti, ça peut être la clairaudience, ça peut être la clairvoyance, c'est-à-dire voir avec ses yeux. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ce sont des choses merveilleuses qui font partie de chacun et qui sont plus ou moins développées. Mais en tout cas, ces ateliers visent vraiment à développer au maximum tout ce qu'on est capable de mettre en place dans son chemin de vie. Il y a aussi des ateliers, il y en a les 2 prochains, donc non, 3 prochains. Le 23 novembre, oui c'est ça, le samedi 23 novembre, toujours le samedi, j'ai un atelier de bioénergie pour ceux que ça intéresse éventuellement. Moi je suis sur Terrasson, donc c'est à 2 heures d'ici, c'est pas très loin, pour vraiment maîtriser le clair ressenti, parce que c'est vraiment à portée de tout le monde, pour avoir des réponses oui, non. Est-ce que telle personne est fiable? Est-ce que... même des questions basiques, est-ce que cet aliment ou cette eau est bonne pour ma santé? Est-ce que les algues c'est bon pour moi? Est-ce que le taux énergétique de telle chose et quelle est la nature du taux vibratoire de telle chose? Est-ce qu'on peut énergiser l'eau, les aliments? Comment est-ce qu'on peut se purifier? Comment on peut s'enraciner? Prendre place sur la terre en fait, parce que si on n'est pas ancré, si on n'est pas là stable, les pieds sur terre, comment est-ce qu'on peut se sentir réellement bien? C'est un peu comme si on disait qu'un arbre n'avait pas de racines, ça n'aurait pas de sens. Donc, poser ses racines, c'est plus qu'important actuellement pour tout un tas de raisons. Déjà, pour retourner dans l'ici et maintenant, l'instant présent. C'est vraiment, comment dire, essentiel pour le coup, que de retourner dans la terre. Parce que la terre nous porte, elle nous a donné vie, parce que nous sommes les enfants de la terre, parce que nous avons des pieds et que c'est pour marcher sur terre et que c'est dans l'ici et maintenant qu'on crée l'avenir demain. Et si on vit pleinement l'ici et maintenant, dans la conscience du corps, de l'esprit dans ce corps et du corps avec un esprit, on se sent équilibré, on se sent bien, on se sent stable. Et à partir de là, tout peut se déployer. L'arbre qui a des bonnes racines ne peut que fleurir au printemps. Vous voyez, donc voilà, il y a ça, il y a l'atelier d'auto-hypnose et puis un atelier sur le lâcher-prise et le classement du passé qui aura lieu en mars. Également la gestion des émotions, donc ce sera sur une journée pour gérer ces émotions, parce qu'actuellement, vous l'avez peut-être remarqué pour vous-même ou pour des proches, mais c'est comme si on vivait des fluctuations, comme des vagues qui nous traversent, qui nous perturbent parfois. Ça peut être des conflits qui explosent dans des familles, ça peut être des réactions étranges, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions très vives qui d'un coup surgissent, des mémoires du passé qui cherchent à se libérer. On est dans une phase de transition, dans une phase où il nous est proposé, c'est pas imposé, mais proposé de laisser sortir ce qui est nécessaire. Donc là, je parle plus du côté spirituel, c'est-à-dire que vraiment, dans ce cheminement-là, c'est d'être aussi à l'écoute de ce qu'on a besoin de déployer et de libérer. Parce que si on ne fait pas de place, comment est-ce que le reste peut prendre place? Donc il y a besoin de faire le vide. Et au contraire, au lieu de se sentir vide, c'est un vide qui est plein d'énergie bénéfique. Vous voyez? Et toutes ces vagues d'énergie qui nous traversent sont parfois perturbantes pour certains. En tout cas, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, je crois qu'il s'est éteint. Je ne sais pas. Où il est? C'est dit. Ah, ben voilà. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou... Ça ne marche pas? Je pense que c'est la batterie. Oui, c'est ce que je me suis dit. Merci. Oui. Ah bah c'est bon, ça marche. J'ai une question. Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de connaître son numéro de chemin de vie ou... Pas nécessairement. Le fait simplement de se sentir en accord avec soi-même est tout à fait suffisant et de se laisser porter par ce qui vient, tout simplement. C'est pas indispensable, ça c'est plus pour des personnes qui ont vraiment le sentiment d'être un peu perdues ou qui ont vraiment besoin de faire le point, mais c'est pas du tout indispensable en fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Bon. Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez me contacter par email, par téléphone, et voilà. Donc sentez-vous libre de le faire ou de ne pas le faire, ou d'aller consulter le site et les vidéos, les conférences, voilà ce qui est disponible. Voilà, j'espère surtout que ça vous aura apporté des réponses personnelles. Merci. Merci à vous. Merci.